Depuis quelques années, sur Twitch, sur Twitter, sur YouTube, même à la télévision, l'analyse rhétorique est partout. Éléments de syntaxe, tentative d'euphémisation, métaphore. Éléments de lexique, figure de style, syntagme, une métaphore. Franchement, la métaphore du loulou, un champ lexical, cet euphémisme, c'est un chiasme, c'est une antiphrase. Un problème. On cherche un effet, une structure, une figure, un procédé, on colle une étiquette dessus et puis on pense avoir compris le discours. Est-ce que mettre un nom sur un procédé, c'est comprendre le discours? Est-ce que repérer une anaphore ou un euphémisme nous permet vraiment de savoir pourquoi une phrase fonctionne ou ne fonctionne pas? Une forme de prétérition, l'effet Barnum, c'est un calembour. L'anticatastase, c'est de l'anticatastase. L'anticatastase, c'est une réticence, c'est de l'euphémisation. Syntagme, c'est une métaphore. Franchement, la métaphore du loulou est une antiphrase, bien sûr. Post-vérité, d'anticatastase, crée un implicite, le plus grand des euphémismes. De substitution connotative, de la prétérition. Est-ce que la rhétorique seule nous permet de saisir le pouvoir? C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. C'est un chiasme, c'est une antiphrase. Non, c'est une métaphore. Les anticatastases, utilisées comme métaphore, une tentative d'euphémisation. J'aime beaucoup les pommes. Figure de style, c'est une antiphrase. Et ensuite, je trouvais que c'était joli. Voilà. C'est tout, ça ne va pas plus loin. C'est un geste spontané. J'aime bien le cidre aussi. Avant qu'on commence, je veux juste clarifier une chose. J'ai vu des gens dans les commentaires de la vidéo précédente qui disaient « Ah, enfin, quelqu'un qui tape sur Viktorovitch ». Je ne tape pas sur Clément Viktorovitch. Et d'ailleurs, je ne tape sur personne à part les gens qui ont tendance à avoir des spasmes dans les bras, si vous voyez ce que je veux dire. Clément Viktorovitch, c'est un chercheur, c'est quelqu'un qui va essayer de participer au débat public, qui va proposer un travail pour le débat public et pour essayer de l'enrichir. Et comme tout chercheur, il expose son travail à une critique. Et là, je suis en train de réaliser la critique de son travail et de sa démarche. Je sais que certains et certaines d'entre vous ont déjà essayé de venir sur le live de Clément Viktorovitch pour lui parler de ma vidéo, pour lui parler de la manière dont je concevais son travail. Ça ne me dérange pas en soi, mais alors si c'est pour utiliser les arguments que je vais utiliser dans cette vidéo pour venir sur ses lives et venir sur ses commentaires YouTube et en lui disant que « Ah, tu racontes n'importe quoi parce que monsieur Zay... » Stop, arrêtez. Derrière le travail de Clément Viktorovitch, il y a une personne, je vais respecter cette personne, je vais critiquer son travail, et on va essayer de faire ça correctement et respectueusement. Et derrière mon travail, il y a une critique de la rhétorique, mais pas une critique de la rhétorique en tant qu'elle est une discipline, mais une critique de ce que nous faisons des outils d'analyse que la rhétorique nous offre. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que décrypter un discours, c'est y voir clair, et ce serait quelque part comprendre les rouages du pouvoir. Mais est-ce que nommer une figure de style, si tant est qu'on le fasse correctement, nous permet vraiment de comprendre les enjeux politiques qui sont derrière le discours? Est-ce que dire que la minimisation d'un scandale politique s'apparente à de l'euphémisme, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas, nous donne les moyens de lutter contre ce scandale et de lutter contre les personnes qui cherchent à minimiser la portée de ce scandale? Est-ce qu'on ne serait pas en train de confondre les effets du style avec les effets du discours? Ou alors est-ce qu'en croyant dévoiler un discours, on ne fait en réalité que le lire à travers une grille d'analyse différente? L'analyse rhétorique nous apprend à repérer les stratégies du langage. Mais par contre, elle ne nous dit rien sur ce qui donne à ces stratégies leur puissance réelle. On nous enseigne que la rhétorique, c'est le pouvoir des mots. Mais ce n'est pas la rhétorique qui fait le pouvoir, c'est le pouvoir qui fait la rhétorique. Alors dans cette vidéo, on va se poser 3 questions centrales. Qu'est-ce que décrypter un discours veut vraiment dire? La rhétorique permet-elle de comprendre le pouvoir politique? Et si décrypter ne suffit pas, alors comment faire autrement? En gros, comment sortir d'une analyse du langage qui tourne en boucle pour se réapproprier véritablement le langage? Parce que le problème, c'est que le discours politique ne se limite pas à ce qu'il dit, mais à ce qu'il fait. Et c'est là qu'on a un problème, un très gros problème, avec l'analyse rhétorique. On a un problème. On diffracte, on diverge. On a un problème. Leurs valeurs sont plus proches des conservateurs russes. Voire des Chinois. Quel recul! Quand on analyse un discours, donc on l'a déjà dit, on croit que mettre un nom sur un procédé, c'est comprendre le discours lui-même. On repère ou on croit repérer une figure, une structure, une manière d'enchaîner les phrases ou les mots entre eux, et puis... on colle une étiquette dessus et on se dit « c'est bon, j'ai perçu le message ». Mais en réalité, on ne fait que reformater le discours et il faudrait savoir si la grille d'analyse dans laquelle on reformate ce discours nous permet réellement d'y voir plus clair. Peut-on vraiment y voir plus clair sans interroger d'une part ce que le discours produit sur le réel et d'autre part ce que la grille d'analyse elle-même produit comme effet sur celui qui en est le destinataire? Peut-on vraiment isoler les effets du mécanisme global? On regarde l'adversaire dans les yeux mais on ne voit pas le sabre qui sort de son fourreau. Enzan no Metsuke. Dans le kendo, on retrouve cette phrase qui signifie en gros regarder son ennemi comme s'il était une montagne au loin. Plutôt que de fixer un point précis de l'énoncé, il faut élargir son regard pour percevoir l'ensemble du contexte d'énonciation. En étant trop concentré sur un détail, ici l'analyse rhétorique, on perd la vision d'ensemble. Il faut déjà savoir ce que fait le discours concrètement, pragmatiquement. C'est quoi d'après vous une phrase? J'adore poser cette question parce que j'ai toujours 3 ou 4 réponses qui sont systématiquement les mêmes, mais jamais la bonne. Ça commence par une majuscule et ça finit par un point. Donc y a pas de phrase à l'oral quoi. Ah c'est sujet, verbe, complément. Ça c'est la pire réponse. Je sais pas d'où elle sort cette réponse là. Je sais... Qui a inventé ce truc là?
Bonjour, c'est une phrase. En tout cas, ce que je peux déjà vous dire de façon très simple, c'est qu'une phrase, c'est une partie du discours qui forme un ensemble. Cet ensemble réunit une ou plusieurs unités syntaxiques, c'est-à-dire des combinaisons de mots, des agencements, des catégories grammaticales, et la phrase, elle peut se saisir de deux manières. D'un point de vue syntaxique pur, comme on le fait en général d'ailleurs dans l'analyse rhétorique, et d'un point de vue extra-linguistique, c'est-à-dire en dehors de ce que la langue est capable de faire toute seule, c'est ce qu'on appelle la pragmatique, ce que fait la phrase dans le réel et ce qui, dans le réel, fait la phrase. Ça paraît compliqué, mais ça l'est pas tant que ça. Vous avez appris à l'école qu'il y avait plusieurs types de phrases, interrogatives, exclamatives, déclaratives ou assertives, impératives, voilà. Par exemple, une phrase interrogative, elle, pose une question. Bon, a priori, ça paraît logique. Syntaxiquement, c'est clair. Pragmatiquement, pas forcément. Tu veux bien te taire? En termes de type de phrase, ça, c'est une phrase interrogative. Par contre, l'acte d'énonciation, c'est un acte impératif. C'est un ordre. L'impact de la phrase dans le réel se détache de la syntaxe naturelle de la phrase. Il n'y a pas que les mots qui font l'effet de la phrase dans le réel. C'est la première fois que je viens, je sais pas du tout où est la voix 32. Pareil, le type de phrase ici, l'énoncé, c'est un énoncé déclaratif ou assertif. Mais l'acte d'énonciation, il est interrogatif. On attend une réponse à cette phrase-là. Donc dans le réel, cette phrase instaure un rapport entre deux individus, et ce rapport ne peut pas être étudié que à travers la syntaxe de la phrase elle-même. La phrase, l'unité syntaxique par excellence, ne peut pas se comprendre que par son énoncé. Parce que la phrase, elle n'existe pas toute seule comme ça dans la nature. Elle s'inscrit dans un acte qui s'appelle l'énonciation, et cet acte, il s'inscrit dans un contexte, et même dans un enchevêtrement de contexte. Le linguiste Patrick Charodeau, c'est un linguiste qui est à l'initiative d'une méthode d'analyse du discours qui s'appelle l'analyse sémio-pragmatique. Il explique justement que le discours politique ne s'explique pas uniquement par ce qu'il dit, mais surtout par ce qu'il fait. Il s'inscrit toujours dans un cadre de communication, avec un locuteur qui cherche à agir sur un auditoire dans un but précis. Un discours politique, ce n'est pas que du langage, c'est une action qui vise à obtenir un effet dans un rapport de pouvoir. Un président, un ministre, un député, quand ils parlent, ils ne font pas que parler, ils ancrent ce qu'ils disent dans le réel. Ils transforment leurs paroles en actes. Ils ne décrivent pas le monde, ils tentent de l'organiser, de le façonner. Ou en tout cas de façonner la perception qu'on en a pour légitimer une décision politique. Donc si on veut vraiment analyser un discours politique, on ne peut pas s'arrêter à sa seule surface linguistique. Et c'est d'ailleurs là qu'intervient la sociolinguistique. Il faut se demander quelle relation de pouvoir structure son efficacité. Je me suis amusé dans la vidéo précédente et un petit peu dans l'introduction de celle-ci à dire que non, ce n'était pas un euphémisme, non, ce n'est pas une anticatastase, ce n'est pas une métaphore, non, non et non, ce ne sont pas des figures de style. Mais c'est pas juste un problème de figure, c'est un problème d'analyse tout court. Quand un ministre dit « nous devons ajuster certaines dépenses pour assurer la pérennité du système », on pourrait croire qu'il se contente de jouer sur les mots. Mais Patrick Charodeau nous incite à aller plus loin que ça. Le sens d'un discours ne se réduit pas à ses termes, il dépend de la position de celui qui l'énonce et des intentions qu'il porte. Ce ministre, il s'est pas juste contenté de reformuler une coupe budgétaire avec un processus qu'on pourrait interpréter comme un processus d'euphémisation politique, où finalement on irait aller extraire du cadre de l'analyse rhétorique pure ce terme d'euphémisme pour aller la coller à une stratégie de communication. Il impose un cadre cognitif. Cognitif, ça veut dire la pensée. C'est-à-dire qu'il dessine un espace limité pour son auditoire, un espace dans lequel il n'existe qu'un ensemble de façons d'interpréter la situation, donc de percevoir le réel, un espace qui a des frontières qui sont solides, qui sont closes, et dans lequel on est obligé de venir à la conclusion que cette coupe budgétaire, elle est une décision rationnelle, elle est une décision juste, elle est inévitable. Ici, le langage devient littéralement une mise en scène du réel. L'auditeur n'est pas invité à juger d'une décision politique, il est invité à accepter que la situation est telle qu'elle est, il n'y a pas eu de décision, mais qu'il y a eu une conséquence inévitable. Un président qui dit « nous devons collectivement faire des efforts », normalement ça doit vous rappeler quelque chose, bon bah c'est pas juste une tournure bien choisie. Il redéfinit la question de la responsabilité en concentrant notre réflexion et la sienne dessus, tout en effaçant les causes structurelles du problème. La question c'est plus qui est responsable, mais comment allons-nous faire collectivement pour surmonter cela ? Il efface les rapports de force dans une rhétorique de l'évidence collective. Ce n'est pas un effet de style, c'est une façon d'effacer la conflictualité du réel. C'est pas du style. Supprimer la conflictualité des rapports de force réels, tout en transformant un choix en nécessité, ce n'est pas faire un bon mot. Il efface littéralement par son langage les structures sociales, les différentes hiérarchies qui existent dans les responsabilités dans la société, en utilisant un « nous » qui ne veut pas dire grand-chose. Un « nous » qui a l'air d'inclure tout le monde, mais qui en réalité ne le fait pas du tout. La force du discours politique, c'est justement qu'il ne se donne jamais comme un discours politique. Il se donne comme une simple mise en mots de ce qui va de soi.
Il construit une cohérence interne qui n'est pas seulement linguistique, mais institutionnelle, cognitive et sociale. Ce que Charodeau met en lumière, c'est que le pouvoir du discours ne tient pas aux figures de style qu'il emploie, mais à l'acte d'énonciation lui-même. La parole politique ne s'appuie pas sur une rhétorique qui cherche à convaincre par la forme. Elle s'impose par la position politique, sociale de celui qui parle, et par l'espace discursif dans lequel il a lieu. Et c'est là que l'analyse rhétorique, elle se trompe de cible. Elle nous fait croire que c'est le discours qui fait le pouvoir, alors qu'il paraît assez évident que c'est le pouvoir qui fait le discours. Un président ne vous convainc pas parce qu'il est bon en figure de style, il convainc parce qu'il parle depuis une position de domination. On dit que son discours préexiste à sa propre justification, c'est-à-dire qu'il y a déjà avant le discours une réalité qui se met en place, une matérialité de ce que va prononcer le discours qui est déjà en train de s'inscrire dans la réalité. Et si on veut, on peut s'amuser à créer des situations rhétoriques caricaturales. Imaginons que un ouvrier du textile du nord de la France apprenne par cœur le livre de Clément Viktorovitch, Le pouvoir rhétorique, et qu'il aille de tout son habitus prolétaire ouvrier syndicaliste, et qu'il aille de tout son accent ch'ti face à Bernard Arnault pour lui opposer ses convictions. Et bah, son ancien employeur Bernard Arnault n'entendra que les balbutiements d'un demi-sachant capricieux. Souvenez-vous de cet échange complètement lunaire entre Thomas Sankara, le premier président du Burkina Faso, et François Mitterrand, qui le fera assassiner quelques années plus tard. Vous voyez François Mitterrand passer de l'entretien entier à lever les yeux au ciel dès que Sankara ouvre la bouche. Et Sankara a une rhétorique impeccable, bien plus acérée que celle de François Mitterrand. Mais Mitterrand avait l'ordre du monde avec lui. La rhétorique et son pouvoir ne changent rien à partir du moment où l'histoire est déjà écrite par ceux qui dominent. Son pouvoir rhétorique, sa maîtrise rhétorique, n'efface pas toute la négritude qui le caractérise, n'efface pas son accent, et surtout n'efface pas les intérêts économiques qu'a François Mitterrand à plutôt voir Blaise Compaoré à sa place. Et alors il y a un autre problème encore plus fondamental avec cette grille d'analyse rhétorique, c'est qu'elle n'est pas du tout accessible à tout le monde. Elle repose sur un savoir préalable, sur une taxonomie, c'est-à-dire un lexique universitaire, réfléchi par des universitaires pour des universitaires. C'est un lexique qui est loin d'être naturel, qui demande un apprentissage, qui est souvent très long et très rigoureux, et qui n'est pas du tout applicable spontanément à toutes les façons de percevoir le langage, mais surtout à toutes les façons de percevoir la langue française elle-même. Et donc tous ces mots, toute cette taxonomie que vous entendez là, avec anticatastas, cet euphémisme, ce renversement accusatoire, etc., elle incite à se ranger derrière une version unifiée et élitiste de la langue. Donc comment est-ce qu'on peut prétendre qu'on peut en faire un bon outil de lutte politique? On est face à des gens qui nous disent qu'il faut des outils d'analyse pour comprendre le pouvoir, le décrypter, c'est-à-dire enlever toute l'opacité qui le caractérise. Et en réalité, ce que font ces outils, c'est précisément l'inverse. Ils créent une distance nouvelle, une nouvelle classe sociale, une nouvelle hiérarchie des persécutions entre ceux qui analysent le discours et ceux qui subissent le discours. La posture de l'analyste, c'est une posture privilégiée, et ce n'est pas un reproche en soi, mais c'est simplement de dire que la posture de l'analyste étant une posture privilégiée, elle ne peut pas relever de l'autodéfense, et on ne peut pas s'inspirer de celle-ci pour nous-mêmes s'armer dans une optique d'autodéfense. Personne n'a besoin de savoir ce que c'est qu'une prétérition pour comprendre qu'un politicien se fout de sa gueule quand il dit « je ne vais pas commenter cette affaire pour le moment ». Et on met des cerveaux brillants au service de travaux qui consistent à tout, sauf à briser cette impunité linguistique. Et encore une fois, cette manière d'imposer l'analyse, elle ne tient pas du tout compte de toute la diversité de la francophonie. Elle s'adresse à une toute petite minorité de locuteurs du français parce que ce lexique universitaire, tel qu'il est mobilisé ici, se calque sur un français extrêmement minoritaire. Celui des élites parisiennes, normées, académiques, et qui sont de fait soit déconnectés, soit méprisants des autres réalités linguistiques de la francophonie. On nous dit que décrypter les discours passe par l'acquisition d'un lexique technique, par l'identification systématique des figures et des structures. Mais cette exigence s'applique uniquement à une version idéalisée et hiérarchisée du français, qui exclut les accents, les variations régionales, les registres populaires, les créoles, les francophonies périphériques, enfin toutes les autres francophonies qui existent que celles extrêmement minoritaires du cœur de Paris. On finit par créer une grille de lecture du pouvoir qui ne s'adresse qu'à ceux qui parlent déjà la langue du pouvoir, et qui passent leur temps à l'analyser entre eux. C'est pratique. On parlera dans une autre vidéo de Rancière et de ce qu'il dit de la pédagogie, mais il y a un truc assez intéressant dans son œuvre là-dessus. Il critique exactement cette croyance. La croyance que l'accès à la compréhension du monde passe nécessairement par un apprentissage académique normé et structuré. Un savoir qui, en réalité, finit par se donner à lui-même le monopole de l'interprétation. On nous explique que pour voir clair dans le jeu du pouvoir, il faut adopter une lecture experte, technicisée, segmentée. Mais cette approche ne révèle pas le discours. Elle l'opacifie d'autant plus pour celles et ceux qui n'ont pas accès à ce lexique, pour celles et ceux qui n'ont pas les clés du jargon. Et pendant qu'on s'épuise à essayer d'attribuer des noms aux effets de langage, on oublie de voir ce qu'ils produisent dans le réel. Et c'est bien là le problème. Le fameux pouvoir rhétorique, le pouvoir des mots qui donne son titre au livre de Clément Viktorovitch. Selon Pierre Bourdieu, là-dedans, n'est en réalité que le pouvoir délégué à son orateur
par son statut social. En gros, le pouvoir rhétorique, vous l'avez déjà avant de commencer à ouvrir la bouche. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce statut social, il ne se donne pas seulement par une fonction, par un titre, par un salaire, par une manière de s'habiller. Il s'entend. Il se perçoit à travers la langue elle-même, puisqu'on vient de dire qu'elle était hiérarchisée dans ses pratiques. La langue n'est pas un outil neutre, c'est un marqueur social qui détermine qui a le droit de parler et qui a le droit de se taire. Cette opposition qu'on a entre la langue standard ou la langue vulgaire et la langue légitime, elle est le produit d'une histoire sociale dominée par certains groupes. Son usage confère en soi une forme de pouvoir. Et alors pourquoi le pouvoir conféré par le fait de parler la langue légitime n'est pas déjà en soi analysé dans l'analyse rhétorique ? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas compris comme un révélateur symbolique et stratégique en soi? Combien de personnalités politiques, à votre avis, ont dû engager des coachs pour pouvoir renoncer à leur accent régional et avoir le droit de s'exprimer dans un hémicycle? Combien d'ouvriers ont dû lisser leur parler pour pouvoir avoir la parole dans un débat télévisé? Combien de femmes politiques ont dû adopter les codes de la communication masculine pour avoir le droit de parler sans être interrompues? Combien de locuteurs créoles ont dû mettre un masque blanc, comme dit Frantz Fanon, sur leur langue pour pouvoir avoir le droit de parler dans l'espace public? Le fait que Poutou ne porte pas de costard, on croit que c'est ça qui est important dans la manière dont il est perçu dans l'espace public. Mais est-ce que c'est pas plutôt le fait qu'il n'a pas renoncé à son parler ouvrier syndicaliste? La rhétorique n'opère jamais dans le vide. Une analyse purement rhétorique qui irait venir disséquer tous les effets de style présents dans le discours d'un président de la République, par exemple, manquerait à ce fait que la force illocutoire de la personne qui est en train de parler ne vient pas de la puissance rhétorique de ce qu'il est en train de dire, mais vient du mandat symbolique qui lui a été attribué. Le mandat symbolique, c'est un concept qui peut paraître un petit peu compliqué, mais en gros, un mandat, c'est quand on élit une personne, on dit cette personne est digne d'exercer telle fonction, eh bien, il y a des mandats qui sont symboliques, cette personne est digne d'avoir notre respect, notre estime, notre écoute, etc. Bourdieu, il parle de conditions sociales d'efficacité du discours rituel. Bourdieu, quand il parle, il dit beaucoup de mots. Mais Bourdieu parle de conditions sociales d'efficacité du discours rituel. Je l'ai répété une deuxième fois, on sait jamais. Sans ces conditions, le lieu, le titre, la cérémonie, l'institution, etc., le même discours reste totalement inopérant. Dire uniquement comment on parle nous fait oublier de dire qui parle, qui a le droit de parler. Qu'est-ce qui donne l'autorité de parler? Qu'est-ce qui donne la légitimité d'être écouté? Doit-on accepter ces mandats symboliques? Doit-on distribuer des mandats de légitimité à certains orateurs plutôt qu'à d'autres? Et si on doit le faire, est-ce qu'on doit vraiment le faire sur des critères basés sur l'histoire des dominations sociales? Et si vous pensez que non, si vous pensez que ces mandats de légitimité ne doivent pas être distribués, ou en tout cas qu'ils ne doivent pas être distribués de cette façon-là, alors est-ce qu'on doit vraiment se faire dicter la théorie du discours par des gens qui bénéficient de ce mandat de légitimité? Est-ce qu'ils sont vraiment les mieux placés pour voir comment s'effectue cette légitimité-là? Comment se distribuent ces mandats-là? Qui a le droit de parler et qui n'a pas le droit de parler? Se faire dicter la théorie du discours, la théorie de l'analyse rhétorique, par des gens qui n'ont aucun intérêt de classe, aucun intérêt objectif, à partager avec les autres leur monopole du discours, leur monopole de l'élocution, leur monopole de la légitimité. Les choix rhétoriques que nous faisons et que les orateurs et les oratrices politiques font portent la marque des inégalités sociales, des croyances et des superstitions issues des rapports de domination auxquels on se soumet. Et c'est ça qui est intéressant à analyser dans un discours. C'est ça qui nous rend plus forts. C'est son effet, sa signification, son contenu idéologique et son contexte socio-historique. Comment une même figure de style dite par deux personnes différentes va structurer le réel de deux façons différentes. On pourrait me répondre que se concentrer uniquement sur les rapports de force et sur les mandats symboliques, c'est oublier la force du discours médiatique. Le pouvoir politique et le pouvoir rhétorique qu'il exerce passent par le pouvoir médiatique. Ce sont les médias qui imposent des cadres discursifs, qui définissent ce qui est dissible et ce qui ne l'est pas. Mais c'est vrai. En partie. Les médias dominants imposent l'agenda politique, choisissent les termes du débat et invisibilisent les effets et les conséquences dont ils ne veulent pas parler. Mais en termes discursifs, purement discursifs, est-ce qu'on ne surestime pas un petit peu leur force? Est-ce que la rhétorique convainc vraiment? Ou plutôt, est-ce que la rhétorique peut convaincre sans toute la force matérielle qui lui est adossée? Sans les structures de domination préexistantes? Éric Zemmour, j'ignore pourquoi, est considéré comme un des plus grands rhétoriciens de son époque. Il faut admettre qu'il a développé un discours, une narration entièrement structurée, millimétrée, qui est fondée sur une mythologie historique complètement délirante de guerre civilisationnelle, mais effectivement, oui, c'est structuré. Et il a eu le temps d'installer dans tout le champ médiatique et politique tout son grand discours, son grand pseudo-roman national absurde. Éric Zemmour, moi je le voyais déjà à la télé faire ça quand j'étais gamin. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a cette idée de la guerre civilisationnelle entre, en gros, les Arabes et les Occidentaux, et encore les Occidentaux, il en exclut certains. 7%. Pas 30, pas 20, 7% aux élections présidentielles. Et puis de l'autre côté, Pascal Praud, zéro structure argumentative, aucune cohérence idéologique, il peut insulter ceux qu'il aime bien et bien aimer ceux qui l'insultent d'un jour à l'autre, on n'est même pas sûr qu'il y a vraiment quelqu'un qui est aux commandes là-haut, il y a quelqu'un dans le fond qui dit moteur, on lui donne le signal, il regarde la caméra et il fait « On les déteste les Arabes ou pas ?» Voilà. Première chaîne d'info de France.
C'est l'éditorialiste phare de la première chaîne d'info de France. Une des personnalités journalistiques les plus appréciées du pays. En termes de force rhétorique, on a vu mieux dans des pires endroits. La bourgeoisie ne domine pas par la rhétorique. Elle domine parce qu'elle a les institutions, les structures économiques et les relais médiatiques qui sont là pour amplifier sa parole. Fut-elle mal exprimée? Un effet de simple exposition, un biais cognitif ou je ne sais quelle obsession zététicienne vous voulez insérer ici? Ça ne suffit pas si les conditions matérielles contredisent la réalité qu'on est en train d'essayer de pousser. Dire à longueur d'antenne que le vaccin contre le Covid ne marche pas et qu'il risque de nous tuer. Ça ne fonctionne pas si on n'a pas déjà à la base une incompétence totale des structures de santé, des institutions politiques, de communication gouvernementale, une précarité énorme des services régionaux de santé, des structures de recherche scientifique. L'analyse rhétorique et zététicienne n'offre pas d'alternative. Et elle n'offre surtout pas de cadre de lutte contre les oppressions, les inégalités et les idéologies qu'on veut combattre. Prendre la bataille des idées pour la bataille politique elle-même, c'est s'assurer d'avoir un cadre de réflexion qui ne va graviter qu'autour de ses propres compétences. Celles acquises au cours de longues années d'études, souvent pénibles, souvent aussi précaires. Donc je comprends. On fait ce qu'on sait faire. Mais est-ce que ce qu'on sait faire est utile ? À force de chercher à nommer les armes du pouvoir, on oublie de forger les nôtres. Et pas juste des armes de contre-pouvoir, des armes de renversement total des hiérarchies symboliques. Pourquoi singer le lexique universitaire au lieu de créer une langue politique accessible, puissante et radicalement autonome? Ça a l'air difficile. Ça a l'air d'être un rêve, d'une utopie, c'est clair. Et pourtant, je peux vous assurer une chose dont j'ai la certitude absolue. C'est que, pendant que nous, petits bourgeois blancs métropolitains, cherchons à savoir où puiser les ressources pour fabriquer nos armes discursives et idéologiques, le reste de la francophonie ne nous a pas attendus. Et nous ne l'avons pas entendu. Et il va peut-être falloir commencer à regarder vers l'Afrique et vers les Caraïbes pour trouver l'avenir de la lutte politique. Pour apprendre une bonne fois pour toutes ce que ça veut vraiment dire, parler politique.